dans notre culture, ou encore selon notre culture, en général, longue étude est égale à bureau. Donc, toi, tu as décidé de briser ce cycle-là. Parce qu'en principe, ta place était normalement dans un bureau, en train de recevoir des patients. Pourquoi avoir brisé ce cycle-là? Tu as déjà donné quelques éléments de réponse. Maintenant, pourquoi communiquer autant sur cela? Et maintenant, quel est le mot que tu adresses à tes collègues par rapport à cette circonstance? Alors, moi, je dis que tout le monde travaille dans un bureau tôt ou tard. Hein. Même les entrepreneurs travaillent dans les bureaux. Oui. Même les CEO travaillent dans les bureaux. Donc, mais je comprends que dans le bureau, tu voulais dire être salarié. Oui. Ou peut-être être fonctionnaire. Déjà, oui, lorsqu'on fait beaucoup d'études, ça nous conduit vers le salariat parce que c'est à ça que c'est les études. Donc, quand tu vas, par exemple, faire des études de droit, tu deviens professeur. La suite, c'est quoi? Peut-être tu vas devenir enseignant ou tu vas peut-être faire dans la recherche. Mais le canevas est déjà tracé, en fait. C'est à ça que servent les études. Donc, on ne devrait pas être étonné que quelqu'un sorte de 10 années d'études, 15 années et se dise que je veux me lancer en entrepreneuriat. Ce n'est pas réellement fait pour ça. Donc, c'est tout à fait conventionnel. Forcément, il y a certaines personnes qui vont casser les côtes, qui vont estimer que, bon, moi, j'ai aussi envie de tester telle chose, telle chose, telle chose. J'ai eu à faire face à certaines frustrations dont j'ai envie de me lancer. Donc, c'est ce que moi, j'ai fait parce que j'ai accompli le rêve de mes parents et je voulais maintenant accomplir le mien avec maintenant toutes les autres frustrations auxquelles j'ai fait face, que ce soit financière, émotionnelle et tout le reste. Maintenant, si j'ai un message à donner à mes collègues, en fait, je n'ai même pas de message à leur donner. Ils ont déjà le message. Le message qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils sont au chômage. Ce n'est pas moi qui leur ai donné ce message-là. Ils vivent ça. Je rencontrais dernièrement, on a organisé un événement qui s'appelait le week-end de l'écrivain. Et pendant cet événement, j'ai rencontré l'une de mes collègues médecins qui est sortie, ça fait pratiquement moins d'1 an, et qui me disait que dans pratiquement toute sa promotion, où ils étaient plus de 80 en tout cas, ils sont moins de 20% qui travaillent. Il y a moins de 20% qui ont un travail où on peut dire que c'est le travail. Ça veut dire que tu sors le matin, tu vas à l'hôpital, tu travailles, à la fin du mois, tu as un salaire qui peut te permettre de prétendre à certaines choses. Tous les autres, c'est la lecture. Et là, je parle juste d'une seule promotion dans une seule faculté. Donc, je n'ai plus de message à leur passer. Donc, parce qu'avant, quand tu étais médecin, on t'intégrait, tu étais assis à l'hôpital, tu avais un très bon salaire, des quotes-parts et tout ce qui va dans ce sens-là. C'était nickel. Tu étais respecté dans la société. Ce n'est plus le cas. Puisqu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de médecins pauvres. On se dit que donc, ça veut dire que la médecine ne donne plus d'argent. Donc, on respecte de moins en moins le médecin. Aujourd'hui, les médecins bouffent les tontines en ligne, les hôpitaux bouffent les tontines. On estime que les médecins sont des criminels parce qu'il n'y a pas de marketing hospitalier. On ne parle pas des prouesses réalisées tous les jours par les médecins. On parle uniquement des scandales. Et ça, c'est aussi la faute aux professionnels de santé. C'est aussi la faute aux structures hospitalières qui ne mettent pas suffisamment d'accent dessus. C'est aussi dû au fait qu'en fac de médecine, on ne nous parle pas de ça. Moi, je ne connais pas une matière en fac de médecine qui s'appelait le marketing hospitalier où on nous apprenait comment faire le marketing d'un professionnel de santé ou d'une structure hospitalière. Conséquence, le médecin a toujours l'impression qu'il doit être discret, qu'il ne doit pas parler, qu'il doit rester calme, que la médecine, ça ne fait pas le bruit, on reste juste à l'hôpital. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que quand le patient qui a beaucoup souffert pour avoir son argent, parce qu'il lit le peu d'argent qu'il a, il vient à l'hôpital avec. Et à l'hôpital, il meurt, ou son patient meurt, ou sa mère meurt. La première chose à laquelle il pense, c'est que c'est vous qui avez tué mon enfant. Justement. C'est vous qui n'avez pas fait ce qu'il fallait. Surtout s'il a des raisons de le penser. Par exemple, la réactivité n'était pas peut-être optimale. Peut-être quand il est venu, vous avez d'abord duré, vous avez demandé d'abord d'acheter le carnet, ça a perdu du temps. Donc tous ces éléments-là, lui va amplifier ça et estimer que c'est vous les criminels. Et du coup, il va en ligne. Ils ont tué mon enfant, ils ont tué mon père, ils ont tué ma mère. Ça teignit encore l'image des médecins. Et du coup, le médecin est de moins en moins respecté. Et chaque fois que quelqu'un vient à l'hôpital et il a face à lui un médecin,
il est à la recherche de la moindre erreur pour justifier que c'est à cause de lui que ça s'est mal passé. Donc, en plus de ça, il y a encore le chômage des médecins. En plus de ça, il y a encore le fait que même quand un médecin travaille, ses conditions de vie sont exécrables. Il n'a pas le matériel, il n'a pas le salaire. Même quand il est dans la fonction publique, parfois son salaire vient 2 ans après, 3 ans après, alors qu'il est affecté dans un village où il n'y a même pas de thermomètre. En fait, je n'ai pas de message à leur passer. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est d'analyser leur situation eux-mêmes et de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'ai pas de conseil à leur donner. Ils savent déjà ce qu'ils vivent. Ok. Bon, on va revenir un peu, on va revenir un peu sur l'aspect entrepreneurial même. Et on va parler cette fois-ci de la gestion des équipes ou encore la gestion des collaborateurs. Donc récemment, j'ai fait une vidéo où j'exprimais mes frustrations vis-à-vis des collaborateurs et aussi de tous ceux avec qui on travaille. Comment est-ce que tu fais en fait? Parce que tu as tellement de personnes avec qui tu travailles, tellement de collaborateurs, tellement de personnes sur salaire direct, d'autres sur collaboration, d'autres investisseurs. Oui. Comment est-ce que tu parviens à gérer tout cela? Parce que personnellement, c'est un peu difficile. Surtout sur des projets où je ne suis pas à la tête. C'est-à-dire des projets où on se met ensemble et on fait des investissements pour réaliser le projet. Ce sont les projets les plus difficiles à mettre en place. Des fois, je me dis même, est-ce que c'est vraiment pertinent de collaborer avec d'autres personnes? Pourquoi ne pas se concentrer seul comme les autres? Je vous dis souvent une fois que c'est pas parce que les autres ne sont pas bêtes, en fait. Les autres ne sont pas bêtes. Pourquoi est-ce que eux ils ne font pas ça? Pourquoi est-ce que c'est... Parce que c'est difficile. Peut-être je ne fais pas les bons choix, ou peut-être c'est pas les bons projets, peut-être c'est pas les bons collaborateurs. Mais toujours est-il, c'est quelque chose de vraiment difficile. Et un autre problème aussi, c'est même les personnes avec qui on doit travailler. Les personnes, trouver les collaborateurs, c'est difficile. Même les collaborateurs qui ne sont pas compétents, si je peux utiliser le terme, même trouver les personnes qui ne sont pas compétentes, qui vont accepter de travailler sur certains projets, c'est difficile déjà. Donc, comment est-ce que tu fais? Moi, j'aimerais bien découvrir comment est-ce que tu procèdes afin de pouvoir m'améliorer, parce que j'ai pas envie d'abandonner. Parce que c'est là où c'est à travers ces chemins-là que je pense qu'on peut réellement atteindre certains niveaux. Parce que lorsqu'on est seul, ce qu'on peut gagner seul est très limité. Alors, ici, c'est vraiment une question qui est très complexe. C'est certainement l'une des questions les plus complexes de l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des intelligences artificielles aujourd'hui, c'est parce que les autres ont tellement trouvé que c'était complexe au point où ils se sont dit c'est mieux qu'on remplace seulement ces gens. Parce qu'ils sont trop pénibles. Il faut trop analyser, ils sont changeants, ondoyants, divers. Ils sont toujours en train de se plaindre, marcher dans la rue, créer les syndicats, bref, les trahisons. Donc du coup, à un moment, ils se sont dit comment on peut faire qu'on va créer un robot qui remplace tous ces gens. Et là, on n'aura plus de problème. Ouais. Donc, mais nous, on ne peut pas avoir de robots. Pour le moment, du moins, on utilise certains algorithmes en ligne et tout, mais dans la vie réelle, il faut bien travailler avec des gens. Et même ces intelligences artificielles-là, ça crée juste de nouveaux métiers. C'est vrai que certains disparaissent, mais d'autres se créent aussi, donc, où il faudra toujours faire intervenir les êtres humains. Alors, si je dois partager mon expérience, je dirais qu'il n'y a pas de formule magique. Et que tout dépend du type de management qu'on veut mettre en place. On est dans un environnement où les gens aiment travailler seuls. C'est un fait. Parce que je suis certain qu'ils ont essayé ça. Ils se sont cassés la gueule. Ils se sont dit, c'est mieux que je fasse seul. Donc, les gens aiment dire, l'immeuble, si c'est pour moi. L'entreprise, si je suis actionnaire unique. Je n'ai pas d'investisseur. Je travaille juste avec la banque, ainsi de suite. C'est un modèle que les gens ont mis en place parce que, oui, c'est plus facile à gérer. Parce qu'il faut être honnête. Si tu as ton business, tu es le seul associé. C'est la banque qui t'a octroyé un crédit. Peut-être tu as réussi à avoir le crédit parce que ton père t'a donné un titre foncier que tu as donné en garantie. On t'a octroyé un crédit et tu gères le business seul. En réalité, c'est plus simple. Vraiment, ne se mentons pas. C'est plus simple. Oui, puisque déjà, tu n'as pas quelqu'un à qui tu rends compte. Tu gères comme tu le souhaites. Si tu es un peu futé, un peu sage, tu peux te faire des marges, rembourser ton crédit au calme et tout le reste, c'est pour toi.
Les collaborateurs, tu n'en as rien à foutre. Si quelqu'un ne fait pas son travail, tu le vis, tu prends un autre. Il y a trop de gens au chômage. Tu n'as pas à te casser la tête pour ça. Donc, du coup, en réalité, c'est plus simple. On dira que non, tu ne gagneras pas beaucoup, tu n'iras pas loin. Ça dépend du business dans lequel tu es. Justement. Il y a des business où tu peux gagner beaucoup d'argent seul. Oui, il y en a. Tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent en étant seul. Encore que tu seras le seul à qui tu partages cet argent. Il n'y aura pas que quelqu'un a beaucoup travaillé, il faut aussi payer tel machin. Non, ce sera toi seul. Dès que tu as géré ton crédit à la banque, garde, le reste c'est pour toi. Tu peux relancer un autre crédit, tu peux mettre sur pied de nouveaux biens immobiliers pour avoir encore plus de garanties, pour pouvoir prendre encore plus d'argent. Donc, nos parents et les personnes dans notre environnement qui ont décidé de travailler seuls, ce n'est pas qu'elles ne comprennent pas que travailler ensemble c'est bien, non, c'est parce qu'elles ont essayé parfois et ça s'est très mal passé. Elles ont essayé, elles ont été trahies, elles ont été détruites par leurs collaborateurs et elles se sont dit c'est mieux de continuer seules. Donc c'est pour ça que même nos parents, si je prends peut-être à l'Ouest, nos parents nous enseignent qu'il faut faire seul. Oui, justement. Oui, dans la culture, dans l'éducation, on te dit il faut que tu aies ton truc seul. Tu vois. D'abord, on te dit d'abord qu'il faut que tu aies ta maison. Oui, ta maison. C'est une manière d'y te dire que tu dois Dès avoir que tu commences à travailler là, on dit dès que tu gagnes, il y a 50 000. Ton terrain, c'est où? Tu dois aller visiter. Tu as, il y a des petits fonciers. Ta maison, ça se passe comment? Tu vois, on te pousse déjà à faire seul, à faire des trucs seul. Il faut que tu aies ton patrimoine seul, ta maison seule, ta voiture seule, ton entreprise seule. Quand tu dis que tu as les gens, ils ont peur. Ils se disent, mais tu avais les gens, c'est dangereux. Ils vont t'arracher ton truc, tu vas pas gagner suffisamment, ainsi de suite. Faut être sage, ainsi de suite. Donc, du coup, on grandit dans ça et c'est ce que les autres font. Et même si on veut faire ensemble, il faut que ce soit en famille, entre nous, ainsi de suite. Donc, moi, je ne vais pas être contre eux parce que moi, je me dis, ils ont essayé des choses, ça n'a pas marché. Donc, du coup, ils ont décidé d'être seuls. Si ça fonctionne, qu'ils le fassent. Maintenant, si tu veux travailler avec d'autres personnes, c'est clair qu'il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Déjà, c'est très difficile. Parce que les gens sont ondoyants et divers. Et étant donné que les gens peuvent partir à tout moment, il faut bien pouvoir les renouveler d'une certaine façon. Donc, ça doit être un peu comme une forme d'école aussi, où on peut renouveler les ressources humaines assez régulièrement. Nous, par exemple, on a créé la Startup Academy dans cet objectif-là. Donc, on a la Startup Academy qui est en fait la pépinière de tous nos projets. À la Startup Academy, on forme des personnes, on leur donne une certaine idéologie, on leur apprend quelle est la vision qu'on a, où est-ce qu'on va. Et puis, parmi eux, on sait que 99% vont partir, soit dans leur projet, ce qui est tout à fait légitime. Ils vont arrêter l'entrepreneuriat parce que c'est trop difficile. Certains vont devenir fous, ainsi de suite. Donc, du coup, il va rester un petit nombre de personnes qui vont réussir à braver toutes ces étapes-là et se dire, nous, on peut aller à l'étape supérieure. Et on va bosser avec eux. Et entre-temps, la pépinière continue de produire de nouvelles ressources. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et on se dit, toute ressource humaine a un profil de carrière. Ça veut dire qu'un enfant ne reste pas enfant 20 ans. Donc, il y a un moment où il fait ceci. Après, il doit passer un step supérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parfois, le step supérieur peut être qu'il s'en va pour développer quelque chose lui-même. On ne peut pas lui en vouloir par rapport à ça. Ça veut dire que tout le monde a des ambitions. Et tout le monde, à un moment donné, dans son propre intérieur, veut faire quelque chose pour lui-même. Donc, même si vous faites quelque chose ensemble, sache que tes collaborateurs ont au fond d'eux un projet qu'ils veulent faire pour eux-mêmes. Tu ne peux pas leur empêcher ça. Et ce n'est pas un tort. Parce que tout le monde veut faire quelque chose au moins pour dire que je suis aussi capable de faire ça. Donc, toi, en tant que manager, tu dois aussi être capable d'accompagner tes collaborateurs à réaliser un rêve personnel qu'eux-mêmes ils ont. Sinon, ils ne seront jamais épanouis. Ils auront toujours l'impression qu'ils travaillent pour toi, même s'ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, du coup, c'est très complexe. Moi, ce que je pourrais dire, c'est si tu peux travailler seul, travaille seul, mon frère. N'essaye pas de dire que comme tu as vu Claudel qui travaille avec les gens, lui aussi travailler avec les gens. Tu vas devenir fou. Tu n'as pas les mêmes prédispositions. Tu n'as pas... Moi, je suis stoïque, par exemple. Oui. Tu vois, je suis très stoïque. Ça veut dire que face à certaines situations, face à certaines difficultés, je peux y faire face émotionnellement de façon très, très radicale. Pourtant, d'autres personnes peut-être ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas supporter la même chose. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter les injures, comme moi je supporte les injures, ou alors les tontines, ou alors les calomnies et tout ça. Il y a des personnes, un commentaire les détruit de l'intérieur, les tue. Alors que tu dois affronter ça chaque jour, pire encore si tu travailles avec beaucoup de gens. Ce podcast a été réalisé par les studios Wicrea. Nous sommes tout simplement le partenaire idéal pour
pour tout entrepreneur qui aimerait mettre en avant ses compétences ou son savoir-faire, ou mieux encore de sa personne, afin de pouvoir mieux vendre ses différents produits et services à travers des vidéos de qualité. Si vous souhaitez bénéficier de nos prestations, je vous invite à nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, si tu vois que tu ne peux pas travailler avec les gens, travaille seul, mon frère. Il y a beaucoup de business qu'on peut faire seul. Ça ne sert à rien de vouloir faire comme les autres. Il y a plusieurs types de business. Enfin, les business qui me rapportent même le plus, ce sont les business où je suis seul. Voilà. Donc, pourquoi tu veux créer l'eau chaude? Tu veux découvrir le jambon? Non. Fais ce que tu peux faire qui fonctionne. Maintenant, si tu as une vision plus grande, tu as envie de bâtir un empire, tu as envie d'avoir une entreprise qui est représentée dans 50 pays, tu es d'accord que tu ne peux pas le faire seul? Si c'est ça ton ambition, ça ne peut pas se faire seul. Donc, tu dois déjà commencer à apprendre à travailler avec des gens dès maintenant. Mais si ton ambition, c'est de conquérir des dos, tu as ta petite boutique à Dedo, là, tu es le leader de Dedo. Tu peux être seul dans ta boutique, tu vends toi-même. Oui. Tu n'as pas besoin des gens. Donc, moi, je dirais à chacun de faire ce qui correspond à lui-même. Bon, on va continuer encore avec quelque chose de très culturel. Ce sont les activités qui meurent généralement avec leurs promoteurs. Donc, la majorité des promoteurs d'activités dans notre environnement, lorsqu'ils décèdent, ils décèdent avec leur activité. C'est fortement lié aussi au point précédent, oui, le fait que beaucoup travaillent seuls. Quelle est l'analyse que tu peux faire de la situation? Pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on peut résoudre cela? Parce que c'est un problème. Il faut qu'à chaque fois on recommence pour que on parvienne vraiment à s'émerger, ça serait difficile parce qu'à chaque fois il faut qu'on retombe. C'est difficile. Imagine par exemple si Kadji fait faillite aujourd'hui, Kadji Bière, tu vois qu'on aura toute une industrie qui va tomber et du coup les autres vont encore venir nous envahir avec leur propre industrie. Du coup, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place afin de pouvoir déjà à petite échelle résoudre cela et par la suite à grande échelle? Bon, moi je vais peut-être donner une réponse bizarre. Il n'y a rien à résoudre là. Il n'y a rien à résoudre. Il faut laisser ça comme ça. Pour une raison qui est simple. Si quelqu'un durant son vivant, il travaillait seul, ça veut dire qu'il sait que quand il va mourir, ça va s'arrêter, non? Et on veut donc résoudre quoi? Moi, je sais pas ce qu'on veut résoudre. Parce que si quelqu'un de son vivant, il fait son business seul, il est seul dans sa chambre, il fait ses comptabilités seul, il sait seul combien il a gagné, il vit dans son compte, il achète ses trucs seul, il fait ses trucs seul au calme. Mais il sait que quand il va mourir, il n'y aura plus rien, non? Puisque personne ne sait le faire. Et nous, on veut résoudre quoi? C'est la vie qu'il a choisie qui paye ce prix. Il part. Nous, on continue de vivre autrement. Il a voulu de son vivant que ce soit comme ça. Ce n'est pas que quand il est mort, non. Donc, nous, on est plus ému de sa mort que lui-même, ou de sa famille, non. Donc, il a choisi de faire seul. Donc, il a choisi d'avoir ces informations pour lui, à tout seul, lui seul. Donc, il a choisi de ne pas partager ça avec les autres. Nous, on débat donc sur quoi que non, comment on fait pour perpétuer, machin. Non, on n'a rien à perpétuer. Lui sait pourquoi il a décidé de le faire ainsi. Donc, il assume que quand il part, tout s'arrête. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, il s'en fout des autres. En réalité. Parce que quand tu fais ton business seul et que tu contrôles tout seul, ça veut dire que tu t'en fous des autres. Donc, pourquoi tu penses que comme il est mort là, ça le gêne qu'on ne sache pas continuer? En fait, c'est même ça qu'il voulait. Donc, il voulait que ça ne continue pas. Il voulait que ça lui serve à lui seul. Donc, pourquoi on va réfléchir sur comment faire pour que ça continue? Non. Celui qui veut que son empire se perpétue, c'est celui qui le fait de son vivant. Parce qu'il veut que ça se perpétue. Donc, il le fait de son vivant. De son vivant dont il sait qu'il ne doit pas travailler seul. Il sait que s'il a une industrie, il faut qu'il y ait des personnes qui interviennent. Il faut qu'il y ait des personnes qui contrôlent la compta, qui contrôlent la production, qui contrôlent la logistique, ainsi de suite. De telle sorte que quand il n'est pas là, que le système puisse continuer. Donc, en fait, on n'a même pas quelque chose à débattre dessus. Si quelqu'un fait quelque chose seul et quand il meurt, ça meurt aussi, ça disparaît. Il a choisi ça. C'est lui qui a voulu ça. Ce n'est pas que, voilà, il n'avait pas pris conscience de ce que ça pourrait devenir après. Non. On n'est pas plus intelligent que lui dans son business, non. C'est lui qui a voulu. Donc, moi, je ne peux pas venir là et commencer à dire, bon, moi, je pense que la technique qu'on doit mettre en place, ça doit permettre de... Non, qu'il disparaisse, qu'il meure, qu'il parte. Ils s'en foutaient de nous, de leur vivant. Pourquoi on va se soucier d'eux morts? Non. Qu'ils partent, c'est tout.
Ok. J'apprends beaucoup de ce podcast. Ok. Bon, la prochaine question est un peu liée à la précédente. C'est la fuite des talents africains, des génies africains. On a tellement de cerveaux qui aillent de l'autre côté. Et bizarrement, on a aussi beaucoup de ces personnes-là qui viennent ici au fil que le temps passe. Il y a énormément d'Occidentaux qui viennent s'implanter ici, ouvrir des business ici. Or, de l'autre côté, on a beaucoup de génies. Moi, par exemple, dans ma salle de classe, tous les majors sont de l'autre côté. Donc, pourtant, on a tellement à apprendre d'eux. Du coup, quand on est là, on se bat. Vous parlez très souvent de la problématique des idoles, en fait, des personnes, ce qui on s'identifie. Voilà. Des personnes, on n'en a pas. Parce que la majorité, ils partent en Occident. Du coup, nous, les médiocres, on reste ici, on se bat. La majorité de ceux qui se démarquent sur le plan local ont comme pour mentor des personnes qui sont à l'extérieur. Pour la plupart. Parce que sur le plan local, un génie, ceux qui sont vraiment excellents s'en vont. Donc du coup, c'est un problème, même si sur le plan personnel, ça me touche pas trop. Sur le plan culturel, c'est un réel problème. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que vous incitez souvent des personnes à créer du contenu, à communiquer sur ce qu'ils savent faire, afin de pouvoir inspirer la jeunesse. Comme vous le faites si bien, vous nous inspirez à pouvoir suivre le chemin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? On ne doit rien faire. On ne doit rien faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est vrai qu'avant, j'étais dans ce discours ou dans ce mode-là. Non, vraiment, c'est pas normal. Comment les gens quittent l'Afrique? Nos talents, les meilleurs de la classe vont à l'étranger. Les derniers, c'est eux qui ont les postes de responsabilité chez nous. Est-ce qu'on va se développer avec les médiocres? Non, on doit se battre pour combattre contre l'exil des cerveaux. Mais j'ai arrêté ce discours-là parce que j'ai fait face à la réalité. La réalité, c'est laquelle? Aujourd'hui, on parle de Samuel Eto'o. C'est parce qu'il est parti. Aujourd'hui, on parle de Francis Ngannou. C'est parce qu'il est parti. S'ils étaient restés ici, personne ne devait les connaître. Ils seraient morts dans l'anonymat total. Donc, d'une part, c'est parce qu'ils sont partis, ils ont brillé ailleurs, qu'ils ont eu une lumière tellement grande qu'on a voulu dire, non, est-ce que vous savez même qu'ils viennent de chez nous? Non. C'est parce qu'il est parti, en fait. Donc, moi, je dis que l'environnement est tellement macabre qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui part. Un esprit brillant ne peut pas s'épanouir dans cet environnement-ci. Il ne peut pas. Un esprit brillant ne peut pas s'en sortir dans un environnement comme celui-ci. Tout est fait pour qu'il ne s'en sorte pas. Parce que l'esprit brillant, c'est celui-là qui doit être accompagné. Il doit être encore plus accompagné que le cancre. Parce qu'il est très sensible et il est très sollicité. C'est comme une fille qui est très belle. Ça veut dire qu'elle est sollicitée par tellement de gens. Donc elle peut choisir où elle veut aller. Mais quand tu n'es pas belle, ton choix est très limité. Si tu es obligé de te blanchir la peau, utiliser des substances, utiliser le parfum tout le temps parce qu'il faut que tu attires l'attention. Bref, c'est une parenthèse pour rigoler. Pour dire que quelqu'un qui est très intelligent est très sollicité. Et quand il est très sollicité, on lui fait aussi des offres très importantes. Et il doit faire un choix. Tu vois, parce que regarde-moi, un gars ici à Dedo, extrêmement intelligent en mathématiques, puissant. Il résout des équations sans utiliser même des appareils et tout. Donc, du coup, il y a les Français qui viennent de voir, bon, non, on veut que tu viennes à la Sorbonne. Voilà ce qu'on tu auras un appartement pour toi, l'école sera gratuite de toutes les façons, tu auras une voiture avec chauffeur, tu vas habiter à côté des Champs-Élysées, tu vas rencontrer le président français une fois par an, ainsi de suite. On fait le package et puis à la fin de l'année, tu auras 100 000 $ ou 100 000 €. Et puis, bon, il y a la Grande-Bretagne qui fait aussi une offre puissante, l'Allemagne puissante, les États-Unis puissants. Et il y a le Cameroun qui ne le connaît pas. Je ne connais pas. Tu vois, le Cameroun ne le connaît pas. Je cherche même pas à le connaître. Au contraire, connaître. on lui dit, tu n'as pas encore fait ta CNI, il faut payer. Comment tu n'as pas de CNI? Non, on le met en cellule. Comment tu marches sans CNI? Tu vois? Oui. On dit que, mais mon cher ami, tu n'as pas payé la pension, mets-toi dehors. Tu n'as pas payé la première tranche. Bon, il doit faire quoi?
Selon toi, il fait quoi? C'est vrai il que vu de part cet en angle-là... France, vivre dans ce contexte-là où il aura tout pour pouvoir exploser son talent. Ou alors, on doit dire qu'il doit aimer son pays, il doit souffrir. Non, il ne doit pas être masochiste. Il ne doit pas aimer la douleur et souffrir alors qu'il peut s'épanouir ailleurs. Non. Il faut qu'on soit réaliste, gars. Il faut qu'on soit conséquent par rapport à la réalité. On ne doit pas faire des débats avec les émotions. En tout cas, je pense que le but de ce podcast. Oui, justement. Donc, je ne veux pas entrer dans les débats. Non, les fuites de cerveau, ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. Non. Moi, je prends les médecins avec qui, du moins les personnes avec qui sont de ma promotion. Bah, beaucoup sont allés en Côte d'Ivoire, d'autres sont allés en France, d'autres sont allés aux États-Unis et tout. Je ne peux pas leur en vouloir. Je leur dis bravo. Parce qu'ici, ils n'ont pas passé le concours, alors qu'ils étaient parmi les plus brillants. Ils n'ont pas passé le concours pour entrer dans la fonction publique. Et même s'ils passaient, ils devaient gagner combien? Ils devaient travailler dans quel hôpital, avec quel matériel, dans quel contexte, avec quelle considération. Tu as déjà vu dans ce pays comment on honore les médecins? Comment on valorise les médecins qui travaillent sans rien à l'hôpital, qui font des prouesses exceptionnelles? Tu as déjà vu des prix pour les médecins, mais les Miss ont les prix. Il y a le prix des Miss, il y a le prix des influenceurs, le meilleur influenceur de l'année. Moi, je n'ai pas encore vu le prix du meilleur neurochirurgien de l'année. Il y a certaines associations qui se battent à organiser des choses de ce genre, mais c'est très peu. Ça doit être fait par l'État pour reconnaître le travail exceptionnel des médecins. Ailleurs, on prime pour tout. On prime pour tout parce que c'est quand on prime que on te montre que ce que tu fais a de la valeur dans la société. Mais ici, quand tu fais quelque chose qui a de la valeur pour la société, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne soutient rien, on ne t'accompagne en rien, on ne te subventionne en rien. Tu dois toujours commander, c'est la corruption. Tu dois entrer dans les loges, machin et tout. Mais gars, face à tout ça et l'Occident qui t'ouvre les bras, qu'est-ce que tu fais? Gars, pâté. Je ne suis pas dans ce discours fou là, non. Nous, on est resté ici parce qu'on est fou. C'est parce qu'on est malade mental. Moi, je suis un malade mental. Oui, j'assume ça. Je dis ça depuis le début. Parce que quelqu'un de normal ne reste pas ici. Tous ceux qui font ce que je fais ne sont pas au Cameroun. Oui, ça, c'est Tous vrai. ceux qui font la même chose que moi ou qui ont mon niveau ou un peu plus, personne n'est au Cameroun. Ils viennent de temps en temps, quand ils peuvent. Quand ils n'ont rien à faire. Le Cameroun Tu est vois. difficile. On dit que c'est un continent, non? C'est vrai, mais pas dans le sens de la grandeur, des choses majestueuses, mais dans le sens de la bêtise. Dans le sens de l'impensable, l'inédit. On essaie de se battre pour relever ça, mais on ne peut pas le faire seul. Mais je ne peux pas en vouloir à ceux qui partent. Je ne peux pas. Je ne peux pas leur en vouloir, non. Parce que c'est difficile de vivre ici. Quand on est bon, quand on est excellent. Tu viens dans un pays où tu assois les gens qui n'ont aucune compétence dans un domaine que tu fais depuis 10 ans. Tu leur expliques ce qu'il faut faire et ils t'insultent. Ils disent que vous voyez, vendeur d'illusions, vendeur de rêves. Il a même fréquenté qui peut témoigner qu'il est vraiment médecin. Tu vois, un idiot qui n'a même pas pu avoir le BPC. Quelqu'un qui ne peut pas, il ne comprend même pas ce qu'on appelle une figure de style. Tu dis 800 idées par seconde, comment c'est possible que quelqu'un ait 800 idées en une seconde? Donc, il ne comprend pas ce qu'on appelle une figure de style, il ne comprend pas ce qu'on appelle une métaphore. Il va débattre avec toi. Il t'insulte. Tu peux nourrir toute sa famille sur 25 générations. Tu leur payes un salaire par mois, même s'ils ne travaillent pas. Ils t'insultent chaque jour. Mais il faut faire avec, on ne pleure pas. C'est la vie qu'on a choisi, le prix à payer, gars. Ah oui, Donc, du coup, c'est pour dire que je ne peux pas demander à tout le monde d'être comme moi. Non, ils vont devenir tous fous. Il faut dire que tu sois malade mental pour t'en sortir dans l'environnement. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce qu'on fait si tu es dans un autre environnement, gars, tu auras l'armée qui te protège. Ça, c'est vrai. Parce qu'on dit que non, ça, c'est les valeurs de la société. Il faut qu'on se batte avec. Ici, on s'en fout de tout ça. Donc, du coup, je ne peux pas en vouloir à ceux qui partent. Non. Je peux pas. Peut-être dans un futur lointain, quand les conditions vont s'améliorer, mais pour le moment, non. Moi-même, là, je réfléchis. Hein. Au final. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Parfois, quand tu vois les autres, tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester ici? Moi, je pense, quand j'ai créé ma première entreprise, dès la première année, d'après les textes, on est exonéré. Oui, des impôts. Mais à ma grande surprise, on m'a demandé de payer. J'ai payé première année. Or que j'ai 3 entreprises au Royaume-Uni. Je n'ai jamais payé de taxes. Je n'ai jamais payé de taxes dans toutes ces 3 entreprises-là. Lorsque tu crées même, tu reçois une subvention de l'État. Tu vois. Étant ici. Et pour créer l'entreprise là-bas, je dépense
moins de 100 000 francs. Or, ici, j'ai dépensé plus de 200 000 francs pour créer mon entreprise. Donc, quand tu analyses même ça, et après même encore, on ne te laisse pas. Ils sont derrière toi, ils te... c'est difficile. Tu vois qu'il faut partir. C'est difficile. Je suis vraiment tenté. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas qu'on fait la promotion de la fuite des cerveaux, mais il faut être conséquent. Si tu penses que dans cet environnement, tu peux t'en sortir, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand l'environnement est difficile, ça pousse aussi à réfléchir un peu plus. Ça pousse à innover un peu plus, ça pousse à se surpasser. Mais il ne faut pas que ce soit la limite de la mort. Tu vois, il ne faut pas que tu sois en train de surfer avec la mort chaque jour, non. C'est pas, on n'est pas à Koh-Lanta. C'est la vie réelle, tout est réel. On n'est pas dans un film. C'est pas un film zombie, tu vois, non? C'est pas la mise en scène. On n'est pas dans un film zombie où chaque fois que tu mets la main sur quelque chose, ça peut être le démon qui te tue, Ouais. non? On doit quand même vivre dans une certaine sérénité. Sérénité qu'on n'a pas. Tu vois? Regarde ce qu'on fait, par exemple. On est en train de faire ce podcast. Pour le mettre en ligne, ce sera un problème. Tu vas utiliser quelle connexion pour mettre en ligne. Dès que tu prends un fichier, tu vas y avoir 10 gigas. Non! Comment faire? Il faut diviser à 11 parties. Parce que tu ne sais pas comment tu vas mettre en ligne. Parfois, même quand tu as l'argent, tu veux mettre en ligne. C'est le calvaire, alors que tu as besoin d'Internet pour travailler. Je ne parle pas de la lumière, je ne parle pas de l'eau, je ne parle pas de la nourriture. Je ne parle pas du travail que tu dois avoir, je ne parle pas de ta maison, je ne parle pas de ta famille qui te harcèle, qui croit que tu es milliardaire. Je ne parle pas de tout ça. Tu vas faire comment? Parce que tu fais des vidéos parce que tu es milliardaire, en fait. Quelqu'un t'appelle, s'il te plaît, j'ai un problème urgent de 26 millions là. Est-ce que tu peux me trouver ça et te rembourse dans 2 mois? Tu dis combien? Ouais. Et c'est urgent, hein? Oui, s'il te plaît, tu me fais un virement là. Si vous souhaitez créer votre propre émission podcast, alors nous mettons à votre disposition notre espace, notre matériel, notre expertise et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons vous accompagner lors de la communication de votre émission podcast. Je tiens à préciser ici que nos locaux sont totalement amovibles. C'est-à-dire nous pouvons créer 10 émissions podcast dans ces studios et chacune de ces émissions auront un décor entièrement différent de l'autre. Et je tiens aussi à préciser que vous n'êtes pas obligé de venir ici dans nos locaux afin de réaliser vos émissions podcast. Nous pouvons nous déplacer avec le matériel nécessaire vers vous afin de vous permettre de réaliser vos émissions podcast où que vous soyez. Donc, si vous avez un projet podcast, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble pour permettre à ce projet de voir le jour. Donc, on se dit à très bientôt dans nos inbox. Comment est-ce que tu gères tes finances de façon pragmatique? Par exemple, lorsque tu gagnes 1 million, comment est-ce que tu repartis ces 1 million? Comment est-ce que tu te fais plaisir? Comment est-ce que peut-être tu vas acheter une télévision, comment est-ce que tu planifies tout cela en fait? Donc, comment est-ce que tu gères tes finances de façon globale? Alors, en termes de finances, il y a beaucoup d'aspects. Le premier aspect, c'est le fait que la plupart, pas la plupart, toutes nos entreprises sont administrées de manière assez rigoureuse sur le plan des finances. Ça veut dire que moi, je ne gère pas l'argent, par exemple. Donc, moi, je n'encaisse pas l'argent, que ce soit des clients, que ce soit de n'importe qui, parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe. Donc, dans toutes nos entreprises, on a une direction qui s'occupe des finances, qui gère les recouvrements d'argent, qui gère les paiements et tout ce qui va dans ce sens-là, et qui répartit. Donc, c'est clair que parfois, je peux te donner des orientations, mais qui répartit en fonction des priorités. Moi, j'ai mon salaire, normalement, et puis les autres collaborateurs, ils ont leur salaire. Il y a des fournisseurs à payer, il y a des investisseurs à gérer, il y a des produits à développer, il y a des nouveaux investissements à faire, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se gère. Maintenant, il y a des activités liées à moi personnellement. C'est-à-dire qu'il y a des activités que je fais moi-même et qui me rapportent à moi tout seul. Parfois, ça peut être des livres, ça peut être parfois certaines formations, ainsi de suite. Et c'est là où j'ai une latitude totale sur la gestion de cet argent. Je peux en faire ce que je veux. Mais pour l'entreprise et toutes les entreprises dans lesquelles je travaille, il y a une administration qui gère. J'ai ce qui me revient uniquement. Ce n'est qu'avec ça que je peux faire ce que je veux, mais le reste est vraiment géré pour développer la boîte.
Mais la question est justement sur ce qui te revient là, c'est-à-dire ton salaire. Oui. Si par exemple tu touches 100 000 francs de salaire, Oui. comment est-ce que tu le dépenses? Alors, il y a d'abord les charges incompressibles, forcément. Forcément, la nutrition, la maison, la voiture, les éléments qui te permettent d'abord de vivre naturellement. Et puis après, forcément, il y a le divertissement. Bon, la particularité, c'est qu'en termes de divertissement, je me divertis pas trop. Donc, je ne suis pas trop boîte de nuit, je ne suis pas snack, je ne suis pas fête et tout ce qui va dans ce sens. Ça m'arrive, mais pas tout le temps. Donc, en termes de divertissement, ça peut être parfois les voyages de temps en temps. Mais je ne suis pas trop divertissement fondamentalement. D'accord. Oui, pas vraiment. Ok. Bon, on va entrer un peu dans l'actualité avec notre milliardaire Baba Dampulo qui a subi un très gros choc du côté de l'Afrique du Sud. Quelle est ton analyse vis-à-vis de cette situation? Parce que ça, c'est flippant lorsqu'on voit qu'on peut faire des investissements quelque part et au moment où ça commence vraiment à porter ses fruits, on se retrouve à tout perdre. Donc, moi personnellement, ça m'a un peu glacé. Je me dis, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de batailler comme ça pour tout perdre encore après? Une analyse par rapport à ça et peut-être quels sont les différents mécanismes que tu conseillerais qu'on peut mettre en place pour éviter des situations pareilles? Alors là, ça revient encore sur la problématique de la fuite des cerveaux. C'est un peu lié. Qu'est-ce que je veux dire par là? Fuir son pays pour aller se développer ailleurs, il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Comme aussi rester dans son pays. Peut-être il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, mais il y a aussi des avantages. Oui. Je prends un exemple d'avantage. La nourriture. Tu peux manger des plantains avec du safo, avec les arachides, il y a vraiment une pléthore de choses que tu peux manger qui sont disponibles presque partout. Donc ça, c'est un avantage. C'est quand tu vas à l'étranger que tu comprends que c'est un avantage. Oui. Deuxième avantage, c'est que tu as ta famille qui est là, que tu peux rencontrer au besoin, tu peux aller au village, On est quand même dans une culture africaine où c'est un peu difficile que je puisse manquer de quoi manger, même si je n'ai pas d'argent. Donc, il y a toujours forcément quelqu'un qui peut t'apporter son soutien, chez qui tu peux aller taper les divers, même si tu n'as rien à faire, ainsi de suite. C'est un avantage qu'on a. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a personne qui va te dire, tu rentres quand chez toi? Pourquoi tu es noir? Pourquoi tu n'es pas dans la forêt en train de sauter sur les arbres pour manger les bananes? Donc, il y a quand même des avantages. Maintenant, quand tu vas à l'étranger, il y a beaucoup d'avantages, comme j'ai dit, tu as le bon encadrement, la sécurité sociale, un bon salaire, machin et tout, mais il y a les inconvénients, tu vois, et c'est à la hauteur de ce que tu as. Moi, un exemple d'inconvénient, c'est que tu ne seras jamais considéré comme un natif de là, même si tu es né là-bas et même si tu as fait 20 ans. Parce que moi, je regardais une vidéo dernièrement d'un Libanais qui est en Côte d'Ivoire, mais en réalité, il est né en Côte d'Ivoire. Son père et sa mère sont des Libanais de nature, mais en réalité, son père et sa mère sont aussi nés en Côte d'Ivoire, ont la nationalité ivoirienne. Donc lui, il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire, il avait plus de 25 ans déjà. Il a la carte nationale d'identité ivoirienne, c'est un Ivoirien. Et il causait donc avec un Ivoirien de souche qui lui posait la question que voilà, tu es en Côte d'Ivoire depuis combien de temps, machin. Il dit non, je suis né ici, je suis ivoirien, machin et tout. Et puis à la fin, le gars lui dit, mais tu n'es pas ivoirien, tu es libanais. Il dit que, mais comment tu dis que je suis libanais? Je suis ivoirien, mes parents sont ivoiriens. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Il dit que non, ça je sais, mais tu n'es pas ivoirien. Tu as la nationalité ivoirienne, mais tu es un blanc. Il dit que tu es blanc. Tu vois, tu ne peux pas être un blanc ivoirien. En fait, ça faisait rire, mais c'est trop pertinent. Oui. Parce que c'est la même chose qui va se passer quand vous êtes à l'Occident. Parce que quand tu es noir, tu n'es pas français. Même si tu es né en France, tu as grandi depuis 40 ans, tu parles mieux le français que les Français. Tu es camerounais, tu es africain, tu n'es pas français, tu n'es pas américain, tu n'es pas anglais, tu n'es pas italien. Et tu ne seras jamais, qu'importe ta manière de comprendre leur culture. Je vais prendre un autre exemple. Ici à Baganté,
Il y a une blanche qui est là. Elle parle le baganté plus que les bagantés. Elle est à la chefferie. On la montre même souvent à la télé. Ce qui fait que chaque fois qu'on poste ces vidéos, par exemple sur Internet, comme elle est en train de parler le baganté, les gens disent en commentaire, waouh, la blanche ici parle bien le baganté. Hein. Waouh, la blanche ici vraiment, elle s'est acculturée, tu vois. On fait la dissociation. La blanche qui parle bien le baganté. Alors qu'elle est bagantée. Elle est bagantée, mais elle n'est pas bagantée. Tu vois. Elle est blanche. Comme toi, tu seras noir à vie. Tu seras toujours noir. Personne ne va jamais te considérer comme un Français ou comme un Anglais. Et tu vas pleurer tout le temps que non, le racisme, ce n'est pas le racisme, c'est que tu n'es pas français. Ce n'est pas le racisme. Tu n'es pas français, il faut bien qu'on te le rappelle assez régulièrement. Et du coup, quand tu es déjà noir, tu nais avec un passif. Tu nais avec 1400 ans d'esclavage, tu nais avec la colonisation de tes ancêtres, tu nais avec le fait de considérer que tes ancêtres sont des idiots. Les Occidentaux considèrent que vous avez 30 millions de kilomètres carrés, vous n'arrivez pas à manger. Les Occidentaux considèrent que vous avez toutes les matières premières, vous ne fabriquez rien, vous ne faites rien, vous n'êtes rien, vous n'êtes que des mendiants. Les Occidentaux voient que chez vous, il y a des pays dans lesquels, dans le budget, il y a des lignes aide, ça veut dire que aide de l'Union européenne, aide des États-Unis. Vous vivez de l'aide, vous êtes des mendiants. Donc quand ils te voient, ils voient ça. Ils voient les ONG qui viennent vous aider pour aider vos enfants qui meurent de malnutrition à pouvoir manger. Donc, quand ils te voient, ils voient ce patrimoine-là que tu as. Et du coup, ils ne peuvent pas te respecter. Du coup, ils considèrent que tu es un sous-homme. Tu ne peux pas changer. Pour changer ça, il faut qu'on change nos réalisations. Il faut qu'on fasse des choses exceptionnelles. Et ça va prendre beaucoup de temps. Comme la Chine. Oui, comme les Chinois qu'on appelait avant les Shintok, les gens qui ont le visage bizarre, mais aujourd'hui, ils sont puissants économiquement. Ça a changé le discours. Et le cinéma joue aussi un rôle puissant et tout ce qui va avec. Donc, c'est un autre inconvénient. Pour revenir donc à Baba Danpulo, ici, il y a vraiment une analyse à faire avec 3 éléments ou alors 3 types de pensée. Critique, complexe et global. Moi, je vais commencer par la pensée critique. Moi, je n'ai pas vu les contrats que Baba Danpulo a signé en Afrique du Sud. Je ne connais pas les clauses. Donc, je ne peux pas réellement savoir, même si ce qu'on raconte là est vrai. Jusqu'à présent, moi, je n'ai écouté que sa version des faits. Ou la version des faits de son camp. Je ne connais pas la version des faits de la banque en question. Je n'ai pas écouté, je ne sais pas ce qui se dit. Je ne sais pas ce qui est. Je n'ai pas les faits. Je n'ai aucun document qui me permet d'analyser de manière objective. Donc, sur la base de la pensée critique, j'estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour que moi, je puisse réellement me positionner sur l'angle d'analyse à donner. Tu vois, les médias racontent ce qu'ils ont à raconter. On paye les gens, ils viennent à la télé raconter leur vie. On envoie des gens donner leur version des faits, jouer la victime, dire comment vraiment on se bat, on investit, on en arrache nos biens. Je peux pas savoir si on a arraché des biens parce que je ne sais pas quel est le document qui vous lie. Je ne sais pas quelles sont les clauses, je ne sais pas comment le crédit a été remboursé, sur quelle base. Donc, je ne sais rien de tout ça. Donc, je ne peux pas donner une analyse dessus. Là, on est dans la pensée critique. Si je viens maintenant dans la pensée complexe, je dirais que tout est lié. Tu vois, on a un Camerounais qui va en Côte d'Ivoire, du moins qui va en Afrique du Sud. Il est investi, ce qui est permis. Il développe son business là-bas et tout. Il a un gros patrimoine immobilier magnifique. Comme aussi, il y a des Sud-Africains qui sont au Cameroun, qui investissent, qui développent des business, qui gagnent beaucoup d'argent. Magnifique. Maintenant, si un Camerounais rencontre un problème en Afrique du Sud dans ses investissements et qui n'arrive pas à rentrer dans ses droits et qu'on veut citer au Cameroun, oui, ça se fait. Ça s'est déjà fait dans plusieurs pays dans le monde. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal qui peut se faire, qui s'est déjà fait plusieurs fois. Et comme je dis que les choses sont liées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baba Danpulo a une influence en Afrique du Sud et au Cameroun. Les entreprises sud-africaines qui sont au Cameroun ont une influence en Afrique du Sud et au Cameroun. Donc, ça veut dire que si on déstabilise Baba Danpulo, ça déstabilise aussi d'une certaine façon le Cameroun aussi. Parce que c'est un opérateur économique puissant. Et quand un opérateur économique est puissant, qu'est-ce qui se passe? Si on le fragilise, ça fragilise aussi son empire. Et son empire, d'une certaine manière, en termes d'image de marque, joue sur le Cameroun. En termes d'emploi, ça joue aussi. Parce que s'il n'a plus suffisamment de ressources pour gérer ses employés, bah, c'est les gens qui sont dans la rue.
c'est des gens qui ne pourront plus avoir de quoi manger. C'est en termes d'impôts, d'imposition fiscale et tout ça. Donc, c'est pour dire qu'on doit protéger nos champions nationaux, ce qui est tout à fait normal. Donc, en termes de pensée complexe, je dirais ça vraiment de manière sommaire. Maintenant, en termes de pensée globale, lorsqu'on considère que le monde est un village planétaire, forcément, on essaie d'évaluer l'impact que cela aura dans d'autres pays. Parce que vont penser les investisseurs, par exemple, canadiens qui sont au Cameroun? Ou alors les investisseurs ivoiriens qui sont au Cameroun? Ils vont se dire, peut-être si un Camerounais rencontre des problèmes en Côte d'Ivoire, on va aussi venir prendre nos biens ici au Cameroun. Si un Camerounais rencontre des problèmes au Congo ou alors au Gabon, peut-être ils vont aussi faire la même chose avec nous. Donc, du coup, ça entraîne une réticence. Ça veut dire que les investisseurs étrangers vont être plus réticents d'investir au Cameroun parce qu'ils vont se dire du jour au lendemain, si un Camerounais s'en va dans notre pays, il fait son business là-bas avec des règles que nous, on ne connaît pas, on peut venir prendre tous nos biens ici pour dire que c'est pour compenser ce qu'il a perdu là-bas. Donc, du coup, sur le plan de l'image de marque du Cameroun et de sa politique internationale, de ses relations internationales, ça donne un très mauvais message. C'est aussi l'analyse qu'il faut pouvoir faire. Maintenant, ça interpelle aussi sur les Camerounais ou alors les Africains qui investissent en dehors de leur pays d'origine. Parce qu'il y a toujours un risque. Parce que j'ai envie de dire que tu ne seras jamais dans ton pays. L'Afrique n'est pas encore un pays. On veut que ça le devienne, mais ce n'est pas le cas. Quand tu arrives au Gabon, tu es un étranger. Oui. C'est comme ça. Quand tu arrives en Guinée équatoriale en tant que Camerounais, tu es un étranger. On ne te considère pas que nous sommes tous africains, non? Tu as besoin du visa. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour dire que si tu vas donc investir dans ces pays-là, sache qu'il y a un risque. Qu'un jour, on te rappelle que tu n'es pas de chez nous, tu gagnes déjà trop. Pourquoi? Pas. On prend tes biens ou on les revend à l'État ou à un privé et on te fait partir. Ça peut arriver. Ce podcast a été réalisé par les studios Wicrea. Nous sommes tout simplement le partenaire idéal pour tout entrepreneur qui aimerait mettre en avant ses compétences ou son savoir-faire ou mieux encore de sa personne afin de pouvoir mieux vendre ses différents produits et services à travers des vidéos de qualité. Si vous souhaitez bénéficier de nos prestations, je vous invite à nous contacter via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Donc, il y a un lobbying qu'il faut mettre en place très puissant, mais même ça ne suffit pas. Même si tu as ce lobbying puissant jusqu'à la présidence, tu ne sais pas si ce président va rester président tout le temps. Il peut perdre le pouvoir, quelqu'un d'autre vient et puis il te fait partir. Donc, c'est un risque aussi que tu dois pouvoir comprendre et mesurer. C'est bien beau de quitter son pays pour aller à l'étranger, faire le business, mais il faut aussi savoir que dans ces pays-là, on peut te faire partir à tout moment. C'est un risque. Parce que quand on observe un peu l'histoire de l'humanité, c'est très rare les personnes qui se sont enrichies en dehors de leur pays. C'est très rare. La plupart des personnes qui sont réellement devenues riches, c'est dans leur propre pays d'origine. C'est difficile de voir quelqu'un qui a quitté son pays, qui est allé dans un autre pays, qui s'est réellement enrichi. C'est très rare. Dans tous les pays du monde. Donc, du coup, si on veut vraiment s'enrichir, c'est dans son pays. Les autres pays, c'est le bonus. Belle conclusion. Bon, autre actualité, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on en a parlé à l'entame du podcast. L'intelligence artificielle vient aujourd'hui parler à beaucoup de difficultés qu'on avait et ça nous aide énormément au quotidien. Si je prends l'exemple avec ce podcast, lorsque je réalisais ce podcast, j'ai utilisé une intelligence artificielle et j'ai posé la question à savoir qui est le docteur Colin Nubisi de la Startup Academy. Et l'intelligence artificielle me dit le docteur Colin Nubisi est un membre éminent de la Startup Academy. Il est un entrepreneur chevronné et un expert dans le domaine des startups. Son parcours académique impressionnant et son expérience professionnelle riche font de lui un leader influent et respecté au sein de la communauté des entrepreneurs. Le docteur Colin Nubisi apporte son expertise et son soutien pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs projets innovants au sein de la Startup Academy. Sa passion pour l'innovation et sa vision stratégique font de lui une figure incontournable dans l'écosystème des startups. Donc ça, c'est ce que l'intelligence artificielle a dit. Est-ce que c'est vrai? Là, on ira encore dans un débat philosophique. C'est quoi la vérité? C'est quoi le mensonge? Oui, on dirait que c'est vrai. Oui.
Bon, oui, justement, je suis entièrement d'accord avec. Et je continue en disant, prépare-moi quelques questions que je pourrais lui poser durant le podcast. Et il m'a sorti tout un tas de questions très intéressantes. On pourra aller peut-être dans une ou deux questions. Bon, maintenant, quelle est ton analyse concernant l'intelligence artificielle? Parce que ça, par exemple, ça, c'est un travail que j'aurais dû payer quelqu'un pour effectuer le travail. Mais il m'a répondu ça en quelques secondes. Il m'a même sorti, j'ai demandé un modèle. Propose-moi un programme chronologique pour une émission de podcast. Et il m'a fait une proposition. Je me suis en inspiré afin de préparer ce podcast. Donc, quelle est ton analyse sur l'intelligence artificielle et son impact dans notre écosystème? Moi, je pense que globalement, c'est une révolution exceptionnelle et peut-être beaucoup de personnes n'en prennent pas encore la mesure et c'est un danger parce qu'il faudra le faire le plus tôt possible. Sinon, ça va mal se passer. Moi aussi, j'utilise les intelligences artificielles pratiquement tous les jours parce que la pertinence de leur utilisation au quotidien n'est plus à démontrer. Ça te permet vraiment de gagner énormément en temps, alors que la plupart des fois, tu devais travailler avec des personnes capricieuses, coûteuses et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc, ce que je vais dire, c'est que, ça facilite le travail qu'on fait énormément. Ça nous permet de travailler plus rapidement. C'est un outil qui te permet d'avoir pratiquement un expert dans n'importe quelle discipline que tu peux consulter à n'importe quel moment et tu as des réponses instantanées. Donc ça, c'est quelque chose d'inimaginable et qu'importe le domaine d'activité, ça s'applique. Et du coup, ça pousse à penser son activité différemment. Aujourd'hui, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une IA qui permet de faire ça plus facilement? Est-ce qu'il n'y a pas une IA qui pourrait me montrer comment faire ça de manière plus originale? Donc du coup, moi, je recommande à n'importe qui d'intégrer les IA dans leur quotidien, dans leur manière de faire, surtout que la plupart sont gratuites. Donc, c'est vraiment quand tu recherches des fonctions beaucoup plus poussées que tu es amené à payer, mais la plupart sont gratuites. Mais maintenant, peut-être l'analyse critique que je pourrais faire, c'est le fait que les IA sont programmées pour nous montrer le monde d'une certaine façon. Et c'est parfois ça qui est assez étrange et qui nous pousse à comprendre qu'on doit pouvoir créer nos propres solutions. Moi, je vais prendre un exemple d'un test que je peux demander à n'importe qui de faire sur une IA et pour qu'il voit à quel point l'IA programme les choses d'une certaine façon. Si vous prenez une IA comme ChatGPT et vous rédigez un texte dans lequel vous dites vraiment les Juifs sont dangereux et ils ont causé beaucoup de tort au monde entier. Et voilà, c'est des personnes dont il faut se méfier. Moi, je recommande que les Africains puissent se méfier des Juifs parce qu'ils sont des personnes dangereuses. Si vous faites ce texte sur une IA et vous demandez à l'IA de corriger le texte, c'est-à-dire que vous écrivez « corrigez ce texte » et vous mettez le texte que je viens de donner et vous validez, vous allez voir ce que l'IA va faire comme réponse. L'IA va reformuler tout ce que vous avez dit. Totalement. Et voilà, ça montre que l'IA est en train de nous donner une version du monde qui peut-être ne correspond pas forcément à ce que nous on veut. Parce que cette expérience simple montre que quand tu poses une question à l'IA, l'IA oriente la réponse en fonction d'une idéologie, en fonction d'un mode de pensée. Tu vois, c'est pour ça que chaque pays a son IA qui ne donne pas les mêmes informations. Moi, j'ai déjà essayé ça plusieurs fois. Quand tu prends les IA des Chinois et tu prends les IA des Américains, tu poses la même question, tu n'as pas les mêmes réponses. Les réponses sont totalement différentes sur les mêmes questions. Tu vois, l'IA des Chinois va te donner l'information avec le soft power chinois et l'IA des Américains va te donner l'information avec le soft power américain. Si tu demandes à une IA de te citer les exemples, par exemple, de marques les plus puissantes au monde, si tu prends une IA américaine, une IA chinoise, les marques qu'on va te proposer ne sont pas les mêmes.
Tu vois, donc ça montre qu'il n'y aura jamais une marque africaine. Jamais. Jamais. Et a fait le test tellement de fois dans tellement de disciplines. C'est-à-dire que tu fais le test comment je vais dire ça, dans le textile. Il n'y a aucune marque africaine. Tu demandes même les marques africaines. Ils disent que bon, vous savez que notre IA, les informations datent de 2021, donc peut-être à cette époque-là, il n'y avait pas encore de marque africaine. Peut-être, donnez-nous aussi quelques exemples. Peut-être on va mettre ça, tu vois. Oui. Ça ne prend pas en compte l'Afrique. Quand moi, il y a un moment donné, je faisais une rubrique là qui s'appelait les têtus de la science. Tu vois, c'était une rubrique où je prenais les chercheurs qui ont été têtus par rapport à leur découverte jusqu'à ce que plus tard on a découvert que ce qu'ils pensaient là, c'était vraiment ça qui était vrai. Donc, je faisais dans des recherches comme ça. J'ai publié un premier sur celui qui a fait en sorte qu'on découvre les antibiotiques, un deuxième, ainsi de suite. Après, à un moment donné, je demandais à l'IA, non, que sors-moi un cas. Il me sort un japonais, machin, l'italien, machin, après, il dit qu'africain, on dit qu'il n'y a pas. Il dit qu'il n'y a pas comment? Il dit qu'africain dans le domaine de la médecine. On dit, bon, il y avait tel là, il avait contribué à faire machin, mais celui qui a vraiment découvert, c'est tel. Tu comprends que l'IA ne nous considère pas. L'IA considère que nous n'existons pas. Tu vois. En fait, on a entraîné l'IA avec des données qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, qui ne considèrent pas que l'Afrique fait partie du monde. Et moi, je trouve que c'est un scandale parce que là, on est en train de plus utiliser les IA qui utilisent donc des algorithmes qui sont entraînés avec des données qui ne prennent pas en compte l'Afrique. Donc, ça veut dire que si tu te bases de manière bête sur l'IA pour pouvoir produire des documents ou faire quoi que ce soit d'autre, en fait, tu es déjà en train de valider une idéologie occidentale qui va rester maintenant encore maître de nos vies pendant beaucoup d'années. Donc, moi, c'est l'analyse critique que je peux faire dessus. Il est temps que les Africains puissent créer leur propre IA, entraîner ces IA avec les données qui correspondent à notre Afrique, à notre culture, à notre environnement, à nos mœurs, à nos mentalités, pour que ces IA puissent... Il faut que quand on demande à l'IA quels sont les chercheurs les plus puissants dans le monde, que l'IA sorte, commence par les Africains. Oui, ça sort les Africains. Il a révolutionné la médecine dans machin. Il a fait ceci. C'est ça qu'il faut, avec leurs photos, leur tout. Quand on demande à une IA qui produit des images, de nous sortir l'image de quelqu'un, ça sort l'image d'un noir. Oui. Tu vois? Parce que les autres IA font quoi? Oui, ça sort seulement les blancs. blancs. C'est quand tu insistes beaucoup que ça te dit, ah, donc c'est les noirs que tu veux. Ah, bon, c'est vrai qu'ils n'existent pas, mais on va essayer de créer aussi un truc qui n'existe pas. Tu vois? C'est pas possible. Oui. Bon, on va peut-être terminer. On va terminer le podcast avec une question. À savoir, quelles sont les attitudes à adopter pour atteindre la scalabilité? Alors, les attitudes à adopter pour atteindre la scalabilité. Déjà, je tiens toujours à préciser que la scalabilité n'est pas forcément obligatoire. Parce que quand tu dis les attitudes à adopter pour atteindre la scalabilité, un entrepreneur qui nous écoute peut penser qu'il faut forcément atteindre la scalabilité avant de pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent. Moi, je connais des personnes qui ont des chaînes de restaurants qui ne fonctionnent pas avec la scalabilité, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Je connais des personnes qui font des business qui rapportent beaucoup d'argent sans scalabilité. Par exemple, qui vendent de l'or, qui creusent les mines de diamants, ils vendent. Ils n'ont pas de scalabilité, mais ils gagnent des milliards. Donc, c'est pourquoi on ne tombe pas dans le piège de forcément, il faut la scalabilité. Scalabilité toujours, non. Maintenant, la scalabilité, c'est quoi? En fait, c'est un principe économique, notamment dans le domaine des startups. C'est vrai que c'est beaucoup plus dans les startups technologiques, qui veut que, voilà, on ait un business dans lequel, à chaque fois que tu as un nouveau client, tes coûts baissent, tes bénéfices augmentent et tu as atteint un rendement croissant d'échelle. Je vais prendre un exemple très simple avec des boîtes qui existent, par exemple au Cameroun, pour que les gens comprennent. Si on prend peut-être Yango, qui fait dans les voitures, voilà, le transport interurbain, Yango, en fait, c'est la scalabilité. Ça veut dire que tu as une entreprise qui a créé une plateforme. La plateforme, en réalité, a un coût fixe. Donc, ça veut dire que pour développer la plateforme, on peut dire que le budget, c'est 50 millions. C'est un exemple. Avec 50 millions, vous créez la plateforme, vous avez l'application mobile et tout ce qui va avec, comment ça fonctionne et tout. C'est vrai qu'il y aura toujours des coûts après, mais qui ne seront plus très importants. Peut-être pour corriger des bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités, mettre à jour, ainsi de suite. Mais de toutes les manières, on a un coût pour la plateforme. On peut même prévoir les coûts d'optimisation là après et définir le coût global. Peut-être 60 millions. Alors, on a ce coût. Maintenant, il y a d'autres coûts qui entrent en jeu. C'est-à-dire qu'il y a le marketing, il y a la com, il y a les négociations, il y a les discussions avec les chauffeurs et tout ce qui va avec. Donc, on a dépensé 100 millions pour la plateforme.
Maintenant, la plateforme est en place. La plateforme, maintenant, travaille avec des chauffeurs. Maintenant, les chauffeurs, eux, ce sont leurs voitures. C'est leur propre voiture. Ce ne sont pas les voitures de la plateforme. Donc, si la voiture se gâte, il dépanne lui-même. Si la voiture, il faut mettre le carburant, il met lui-même. Mais il affilie sa voiture à la plateforme. Et puis, chaque fois qu'il a une nouvelle course qui provient de la plateforme, il a une commission. Et puis, la plateforme a aussi une autre commission dessus. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que chaque fois que la plateforme a un nouveau client, les coûts s'amortissent. Parce que la plateforme ne dépense pas plus d'argent pour avoir les nouveaux clients. Parce que j'ai déjà dit qu'on a budgétisé le marketing et tout ce qui va avec. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens et c'est pour ça que la plateforme exige que tu rendes un service de qualité. C'est pour ça qu'on t'évalue. Ça veut dire que quand tu portes quelqu'un, on va demander de noter la personne et tout. S'il n'est pas bon, on l'éjecte de la plateforme ou on ne le recommande plus. Parce que la plateforme veut jouer aussi sur la recommandation, sur le fait que quelqu'un a utilisé, il a été satisfait par le service client, par l'expérience dans la voiture et du coup, il a envie de commander encore davantage, ce qui réduit dans les coûts de marketing. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand les gars viennent avec leur voiture, à chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture qui entre, les coûts diminuent. Les coûts diminuent. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui vend l'eau. Parce que celui qui vend l'eau, il fait sa bouteille d'eau. Peut-être le coût de production de la bouteille, c'est 100 francs. S'il vend à 150, on lui a donné 150, n'est-ce pas? Sauf qu'il faut encore l'eau pour vendre. Donc, il faut qu'il produise encore l'eau à 100 francs. Maintenant, s'il veut produire 100 bouteilles d'eau, il faut qu'il investisse encore pour faire 100 bouteilles d'eau. Donc, chaque fois qu'il va vendre l'eau, il va falloir qu'il investisse encore pour produire encore l'eau. Tu vois, alors que ce n'est pas le cas avec celui qui a la scalabilité. Il a déjà fait tous les investissements. Et maintenant, chaque fois qu'il y a un nouveau client qui vient demander la voiture, les coûts n'augmentent pas, les coûts baissent plutôt. Parce que ça s'amortit. Jusqu'à ça va atteindre la phase où il aura amorti tout son investissement et il va commencer uniquement à gagner. Puisque la plateforme, en fait, on la met juste à jour. C'est pas comme ça on va créer de nouvelles plateformes à chaque fois qu'il y a un nouveau client. Tu vois, donc ça, c'est la première chose qui se passe. Deuxième chose qui se passe, c'est qu'à chaque nouveau client, ses bénéfices augmentent. Parce que ça s'amortit, donc ça veut dire qu'il tend progressivement vers un stade où il va gagner maintenant plus d'argent. Et la troisième chose, c'est que le rendement peut être très vite exponentiel. Ça veut dire qu'on peut passer de premier jour, on avait 2 voitures, à 1 mois, on a 1 million de voitures. Tu vois, c'est un rendement qui peut être très vite exponentiel, ce qui n'est pas facilement possible avec ta boutique physique que tu as. Ta boutique physique, en combien de temps tu auras 1 million de clients? Ça peut prendre beaucoup d'années, peut-être, ça ne se produira même jamais. Alors qu'une plateforme peut avoir 1 million de clients en 2 semaines ou en 1 mois. Tu vois, et du coup, ça s'amortit plus vite et puis ils commencent à gérer. S'il y a une panne sur une voiture, c'est toi qui gères, ce n'est pas eux. Si ta voiture, si on t'agresse, bon, mes condoléances, on va continuer avec les autres. Donc, c'est ce qui se passe donc, en fait. Donc, on a ça dans plusieurs secteurs d'activité. Là, je parlais du domaine du transport. On a la scalabilité dans le domaine de l'agroalimentaire. Il y a tellement de domaines d'activité où on a, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas un truc obligatoire. Maintenant, pour l'atteindre, c'est clair qu'il y a beaucoup de travaux de conception qu'il faut faire. Donc, il faut concevoir le modèle économique. Il faut se rassurer que le modèle économique est scalable. Parce qu'il ne faut pas travailler sur un modèle économique qui ne l'est pas. Et forcément, il faut avoir un marketing qui est très agressif. Et il faut pouvoir trouver le moyen de s'adapter par rapport à l'environnement dans lequel on va exercer son business. Si vous souhaitez créer votre propre émission podcast, alors nous mettons à votre disposition notre espace, notre matériel, notre expertise et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons vous accompagner lors de la communication de votre émission podcast. Je tiens à préciser ici que nos locaux sont totalement amovibles. C'est-à-dire nous pouvons créer 10 émissions podcast dans ces studios et chacune de ces émissions auront un décor entièrement différent de l'autre. Et je tiens aussi à préciser que vous n'êtes pas obligé de venir ici dans nos locaux afin de réaliser vos émissions podcast. Nous pouvons nous déplacer avec le matériel nécessaire vers vous afin de vous permettre de réaliser vos émissions podcast où que vous soyez. Donc, si vous avez un projet podcast, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions travailler ensemble pour permettre à ce projet de voir le jour. Donc, on se dit à très bientôt dans nos inbox. Et ça prend beaucoup de temps aussi.
Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on va dire que oui, il y a ChatGPT qui a été lancé. En quelques semaines, ils ont eu des millions d'abonnés. Il y a Netflix, machin et tout. Mais gars, c'est qu'il y a un marketing agressif derrière. Il y a des équipes qui ont déjà des contrats, des partenariats. La conception, elle est pointue. On impose même. Aujourd'hui, par exemple, quand tu achètes une télé, sur la télécommande, il y a Netflix, non? Tu penses que c'est les fabricants de télé que ça leur plaît, Netflix. C'est pour ça qu'ils ont mis le bouton Netflix. Non, c'est un contrat. C'est-à-dire que quand LG fabrique sa télé, LG sait qu'il y aura Netflix. LG met déjà Netflix dans le LG Store. LG met sur la télécommande un bouton rouge qui s'appelle Netflix. C'est du marketing. Parce qu'un jour, tu vas appuyer, mais le truc, c'est même quoi? Chaque jour, je vois ça, c'est quoi? Tu vas appuyer, on te dit que non, il faut la connexion Internet. Tu dis, hey, la connexion Internet, tu n'as même pas la connexion. Dès que tu mets la connexion, on dit non, il faut créer un compte. Hey, il faut créer un compte. Tu crées le compte. Tu crées un compte. Tu vois sur Netflix, on te dit que c'est payant, tu payes. Non, tu bénéficies d'avoir des essais gratuits. Oui, l'essai gratuit. Bon, imagine maintenant les millions de télé LG fabriquées dans le monde. Imagine les millions de télé Samsung, millions de télé, je sais pas, Sharp et tout ce que tu vas avec. Mais est-ce que toi, le jeune entrepreneur, tu as l'argent pour imposer à LG de mettre aussi ton bouquet sur leur télécommande, dans leur télé, dans leur logiciel et tout ça, dans leur plateforme? Gars, tout ça, c'est tout ça. C'est ça qui fait que ça aille vite. Ce n'est pas juste parce qu'ils ont la meilleure solution. Non. Il y a des solutions de streaming en ligne qui sont meilleures que Netflix, que les gens ne connaissent même pas. Mais c'est parce que, gars, il y a un budget derrière, il y a le marketing, il y a les expertises, il y a les études pointues et tout ce qui va avec. Donc, c'est à chacun de voir, en fonction des ressources dont il dispose, comment est-ce qu'il veut scaler son business, s'il le veut, ou de faire son business vraiment de manière manuelle. Ok. Je pense qu'on est arrivé enfin au terme de notre podcast. Donc, je vais te laisser conclure le podcast. Là, maintenant, tu pourras aborder une thématique que tu veux aborder, en fait, et parler à tous ceux qui ont regardé le podcast et conclure la vidéo. D'accord. Déjà, moi, ça a été un très grand plaisir de participer à ce podcast. Parce que voilà, quand on arrive dans un endroit aussi magnifique, vraiment chapeau. Parce que le cadre, il est très professionnel. Tu as un casque qui te donne un son de très bonne qualité. Tu as l'impression d'être au studio. Et puis voilà, ça te donne l'envie de dérouler tout ce que tu as à donner. Moi, je n'aurais pas grand chose à dire pour terminer. Je dirais juste que cette fois, c'était un podcast généraliste. Donc, on essayait d'aborder un peu toutes les thématiques globales. Et peut-être les prochaines fois, on irait sur des podcasts spécialisés. Donc, on dirait que, OK, podcast, par exemple, spécial gestion des ressources humaines, podcast spécial recherche de financement, podcast spécial, je sais pas, sur le scalabilité même, c'est un sujet qui est intéressant. Et là, maintenant, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur. Aujourd'hui, vraiment, j'essayais d'évoquer les sujets de manière très générale pour donner un aperçu global, mais d'autres fois, on pourrait vraiment dire qu'OK, on va parler de la santé aujourd'hui. Et puis, on parle de ça en profondeur, On va parler de l'éducation. On parle en profondeur. Et puis, ça permettrait que les gens aient vraiment des connaissances beaucoup plus pointues dessus, parce qu'on serait vraiment allé sur toutes les thématiques approfondies. On pourrait même prendre des questions à l'avance de personnes en ligne ou alors même d'experts dans le domaine et de bien préparer le truc de telle sorte que quand on vient, gars, c'est du lourd en fait. Ok, merci beaucoup. Non, je t'en prie, c'était magnifique. On va mettre ça en pratique. Et du coup, pour la prochaine fois, on va faire juste quelque chose de magnifique, quoi. Donc les gars, restez scotchés. Du lourd se prépare. Ah oui. À très bientôt. À très bientôt pour un nouveau podcast. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025
de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marché, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.